Bien le bonsoir. Dans l'actualité, des étudiants qui demandent des sanctions sévères contre le trafic de drogue à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Après cette sortie qui révèle que l'administration est impliquée dans ce trafic à l'UCAD. Sanctionner sévèrement pour combattre les accidents bêtes, comme le dirait le président de la République, les lois et règlements lui opposeraient leur non-application. C'est le sentiment de plusieurs Sénégalais confrontés à la problématique. Réflexion dans ce journal. Suspension de toute activité commerciale au marché Castor à partir de 0 heure pour 48 heures. Une fermeture pour désencombrement et nettoyage qui sème un doute dans l'esprit des occupants. Vont-ils pouvoir retrouver leur place après l'opération, s'interroge-t-il. L'invité du vendredi, Magaye Kassé, professeur titulaire des universités et membre du bureau politique du PIT, le Parti de l'Indépendance et du Travail, qui rend hommage à Ahmad Dansoko, son défunt président d'honneur, ministre d'État et ancien secrétaire général du parti. Nous parlerons de la cérémonie prévue demain à l'UCAD 2, entre autres questions d'actualité. Bienvenue à tous. Dans un instant, le développement de tous ces titres. Adam Gaye est libre. L'ancien journaliste a obtenu une liberté provisoire cet après-midi. L'un de ses avocats, Maître Seydou Diagne, confirme la nouvelle. La robe noire qui plaide pour la suppression de l'article 80 qui l'a enfermé. Il est ici au téléphone e-radio de Migui Maram Ndiaye. Il est temps pour le Sénégal de supprimer l'article 80 qui prévoit le délit d'atteinte à la sûreté de l'État qui est appliqué sans discernement aux citoyens qui exercent la liberté d'expression. Parce que c'est une incrimination qui est quelque chose de très difficile, non seulement pour nos clients, mais encore plus pour nos avocats. Nos demandes de liberté provisoire sont jugées irrecevables à chaque fois que le parquet s'oppose. C'est une violation inadmissible des droits de la défense, des règles qui gouvernent dans le droit commun, la mise en liberté provisoire. Je pense que notre démocratie n'a pas besoin d'une telle disposition. De même que le délit d'offense au chef de l'État, dans un pays où le président de la République cumule les fonctions de secrétaire général de parti. Si vous parlez au secrétaire général de parti, on vous dit que vous parlez au chef de l'État, et vice-versa. Trafic de drogue à l'UCAD, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, c'est quasiment l'omerta au campus après la révélation du directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar. Les rares étudiants qui acceptent d'aborder le sujet espèrent des sanctions dissuasives. Abdoulaye Sow indexait les membres de l'administration dans ce trafic de stupéfiants. Il y a quelques mois, 4 étudiants et 2 agents du COUD avaient été arrêtés dans une affaire de trafic de chanvre indien, Barasso et Oumar Khan. Des agents de l'administration du Centre des œuvres universitaires de Dakar seraient impliqués dans l'affaire de drogue à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les étudiants confirment et condamnent. Dans la nuit, plus précisément vers les 21 heures, il y a des étudiants ici qui consomment la drogue comme ils veulent. Mais moi, je pense que les responsables sont les membres de l'administration. Parce qu'ici, il y a la sécurité, la police de Koudou à l'entrée. Si la drogue parvient à entrer ici, on peut dire que c'est les membres de l'administration, les branlos qui ont fait entrer la drogue ici. Mais un simple étudiant comme moi, ce n'est pas facile d'entrer ici la drogue et de le faire distribuer pour que tous les étudiants puissent avoir accès. C'est assez grave. Ici à l'université, on a constaté qu'il y a des gens, je ne vais pas dire que ce sont des étudiants, mais il y a des gens qui sont là, qui n'étudient pas, qui font du n'importe quoi ici à l'université. Donc, et ils sont en complice avec l'administration, certains des membres de l'administration, pour faire certaines choses qui n'ont pas leur place ici. En tant qu'étudiant, juste anormal, parce qu'ici au campus, il n'y a pas de place pour ces genres de choses. Un phénomène qui gangrène l'université et qu'il faut éradiquer. Pour ce faire, les étudiants sont convaincus qu'il faut renforcer la sécurité et sanctionner les coupables. Il faut augmenter la sécurité, tout simplement. De veiller sur tous les étudiants et tous les agents. Ne pas négliger personne en entrant.
Surtout les véhicules, les gens de l'administration, ils entrent par véhicule, ils viennent, ils dépassent la porte comme ils veulent. On doit les arrêter et les vérifier. On doit les arrêter et les vérifier, regarder la voiture, ouvrir le mal, tout. Ne pas laisser aucun détail parce que c'est ces véhicules-là qui vont entrer la drogue ici. L'administration ou une commission d'enquête devrait être mise en place pour situer vraiment les responsabilités. Il faut renforcer la sécurité, sanctionner les gens qui ont fait ces actes et que exclure certains présumés étudiants qui n'étudient même pas, qui sont là, et les dégager à l'université. Les membres de l'administration qui sont impliqués. Des membres du personnel de l'administration sont trempés dans le trafic de drogue à l'UCAD. C'est la conviction du directeur général du COUD qui a fait une sortie dans la presse. Il y a quelques mois, 500 grammes de chanvre indien ont été saisis à l'université Cheikh Anta Diop. 7 personnes ont été arrêtées, dont 4 étudiants et 2 agents du COUD. Des mesures coercitives sévères pour se prémunir des accidents bêtes causés par ceux qui violent volontairement les mesures sécuritaires. Une mise en garde, avertissement du président de la République, Macky Sall, qui soulève la question fondamentale justement de l'application des sanctions au Sénégal. Alors pourquoi peine-t-on à appliquer les textes de loi? Barasso et Babacar Touré. Les accidents et leurs cortèges de victimes ont fini d'agacer le président de la République. Nous devons tous agir pour changer positivement les comportements qui, il faut le reconnaître, sont parfois des comportements déplorables, tout à fait inacceptables. Il faudra donc qu'il y ait plus de sanctions par rapport à ces attitudes de défiance vis-à-vis des mesures de sécurité, mesures minimales, vis-à-vis du règlement, afin que des accidents ne nous arrivent pas tous les jours. Des Sénégalais rencontrés jugent que les sanctions annoncées ne seront jamais matérialisées. Ils estiment que l'origine du mal découle du manque d'autorité et de coercition de l'État. Ils sanctionnent, mais ça n'aboutit à rien du tout. La sanction n'aboutit à rien du tout. Parce que quand tu sanctionnes une personne, il faut aller jusqu'au bout pour qu'une autre personne qui voudrait faire les mêmes actes dise « Ah, cette personne a été sanctionnée ». La sanction était comme ça. Moi, à l'avenir, je vais éviter de faire pareille chose. En outre, le problème est plus profond qu'on ne le pense. Au-delà du laxisme et du manque d'exemplarité dont l'État serait coupable, des blocages psychologiques se dressent sur notre chemin. Les Sénégalais, je ne sais pas quel est le problème, ils ont cette habitude. Les gens ont l'habitude d'oublier trop et de faire trop de masla et il y a trop de passe-droit. Il y a beaucoup de choses qui se négocient alors que ces choses ne devaient pas être négociées. Si nous voulons bâtir une société digne de nos aspirations, il y a des choix courageux qui s'imposent. Que le policier, en tout cas, ou l'agent routier ou le conducteur qui sait que telle infraction, si je la commets, je m'expose à telle sanction, sans négociation aucune, je vais essayer quand même de respecter ce que la loi a prévu. Il faut que le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, chacun s'implique. Les Sénégalais aussi doivent collaborer parce que nous pouvons être considérés comme étant des complices lorsque nous, Sénégalais, nous laissons passer un certain nombre de choses. Au sens weberien du terme, l'État détient le monopole de la contrainte physique légitime. Sous cet angle, la violation des normes devrait immédiatement exposer les auteurs à des sanctions. Mais le contraire est souvent constaté, ce que certains citoyens assimilent à une faiblesse de la part de nos États. La collaboration entre élus locaux et sapeurs-pompiers, les fonds dédiés aux soldats du feu sur la table. Ces derniers les appellent à décaisser pour plus d'efficacité. En face, l'on invite à relativiser sur la question. Augustin Mandang, Cheikhouna Gueye et Cheikh Hassan Fall. Je voudrais inviter les élus à une concertation permanente avec les sapeurs-pompiers qui doivent être leurs conseillers privilégiés en matière de protection civile. L'appel du chef de l'État n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il semble même avoir trouvé un écho favorable auprès des acteurs. C'est très possible parce que dans la mission des élus locaux, il y a justement cette partie sécurité civile. Alors, et cette sécurité civile ne peut se faire qu'en collaboration avec la Brigade nationale des sapeurs-pompiers.
Un chef d'État qui donne une telle instruction, une telle orientation, nous donne plus de pouvoir, plus de légitimité, plus de courage, plus de force d'intervenir mieux que par le passé à cette action extrêmement importante pour les communautés. Les sapeurs-pompiers rappellent aux collectivités territoriales que des rubriques sont prévues dans leur budget pour les soldats du feu. Vous savez que dans le budget de la commune, il y a ce qu'on appelle la participation à la lutte contre les sinistres et les effets calamiteux. Et ça, c'est une somme, une dépense obligatoire que les gens doivent sortir annuellement au profit donc, de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers. Donc, dans ce cadre-là, si toutes les communes s'acquittaient de cette tâche, ça pourrait aider dans le cadre de notre mission. Selon le président de l'association des élus locaux, il faut relativiser les postes de dépenses alloués aux pompiers. Il n'est pas dit qu'il y a un budget sur la sécurité. De façon formelle, non. Donc on ne peut pas dire en amont que forcément qu'il y a de l'argent qui est désigné ou en tout cas orienté vers telle action, sans qu'en amont, que le conseil municipal puisse en délibérer. Dans tous les départements de ce pays, en zone rurale, il est prévu quelque chose pour évidemment intervenir en cas de feu de brousse, intervenir en cas d'insécurité, intervenir en cas d'incendie. Pour faire face aux accidents et catastrophes avec plus d'efficacité, le chef de l'État a préconisé une plus grande coopération entre les élus locaux et les sapeurs-pompiers. À quelques heures de la fermeture du marché Castor, les commerçants se disent prêts à accompagner les opérations de désencombrement et de nettoyage, motif de l'arrêt temporaire de l'activité. Seulement, certains commerçants doutent de la certitude de pouvoir regagner leurs places respectives dès lundi prochain. L'opération démarre cette nuit à partir de 0h et ce pour 48 heures. Cherougaï Amogo Robert Nyang. À la veille de sa fermeture pour 2 jours, le marché Castor grouille de monde. L'opération, dont l'objectif est de désencombrer puis nettoyer le marché, est bien accueillie par les commerçants qui envisagent même d'accompagner le projet. Si c'est juste pour nettoyer, il n'y a aucun problème. Nous allons les aider à nettoyer parce que c'est ici que nous trouvons notre gagne-pain. La raison de la fermeture temporaire de Castor s'explique par la nécessité d'accentuer la salubrité publique. Elle aura cependant un impact sur le chiffre d'affaires des commerçants. Ces 2 jours vont être difficiles pour nous, mais quoi qu'il en soit, nous remettons tout entre les mains de Dieu. En pleine activité, Ndiogu déplore l'incompétence des délégués du marché qui n'ont pas fait le travail en termes de gestion du cadre de vie. Ce sont les gérants et les délégués qui devraient prendre toutes les dispositions pour la propreté du marché. Le marché Castor est très sale, personne ne peut le nier. Vous voyez les tuyaux et les fosses, mais ici tout est sale. Normalement, les dirigeants ne devraient pas attendre qu'on leur rappelle cela. Après les opérations pour améliorer l'environnement du marché, la réouverture est déjà plus ou moins bien appréhendée. Les commerçants qui ne baissent pas la garde attendent la suite. Vu qu'ils vont nettoyer le marché ce week-end, il n'y a aucun problème pour nous. Lundi, nous allons revenir ici, Inch'Allah. Les 21 et 22 septembre, le marché sera nettoyé du sol au plafond. Au-delà de la crainte de perdre leurs étables, les commerçants retiennent un point positif, celui de voir le lieu de travail retrouver une image plus reluisante. Kolda, l'absence d'assainissement au marché central préoccupe consommateurs et commerçants. Tous pataugent à chaque hivernage, mais cette année, les choses se seraient empirées. Reportage de Seydou Diata. Ces sentiments de colère et d'indignation sont souvent les mieux partagés au marché central de Kolda après chaque pluie.
Et la situation va de mal en pis à cause des fortes précipitations enregistrées dans la localité ces derniers temps. On vit mal actuellement à Kolda. Les voilà l'eau, même les femmes pour arriver au marché, c'est difficile. Regardez l'eau, regarde la fille là, elle est là où elle est en train de rentrer. C'est pas normal. C'est pas normal. Bibi ne passe jamais par là, ils ne nous respectent pas, faut que c'est pas comme maire. On vient de faire payer le duty à chaque fois 100 francs. Si quelqu'un te donne ces 100 francs chaque jour, mets-les dans de très bonnes conditions. Mais on va les attendre. Les émissions vont venir. Si Allah Jabi. Ces occupants du marché central et autres ijazés n'arrivent toujours pas à comprendre ni trouver les mots pour justifier l'indifférence des autorités municipales. Si certains, malgré la colère, se sont résignés à accepter la situation telle qu'elle se présente parce qu'ayant perdu tout espoir envers les autorités municipales, d'autres par contre lancent l'ultime cri de détresse. Les risques d'électrocution sont réels puisque tout le monde sait que l'eau et le courant ne font pas bon ménage. On a tout fait, rencontrer le maire quand il pleut, les clients ne viennent pas par ici. Nous sollicitons les bonnes volontés, y compris Bibi en question, Fabouli Gaye ou Mamboy Diao. Avec ces étalages à même le sol parsemés de flaques d'eau et de stagnantes par endroits, les risques de propagation des maladies hydriques et diarrhéiques sont réels et la population en a bien conscience. Mais ce qui inquiète la plupart des Koldois, c'est bien le silence de l'équipe municipale face à la problématique. Le mémorial de Gorée qui sort de terre très bientôt. Le ministre de la Culture et de la Communication a signé en effet le contrat avec l'architecte lauréat du concours d'architecture du mémorial de Gorée. Le monument sera construit sur la corniche en face de la prison de Rebeuss. Le ministre de la Culture est revenu ici sur l'intérêt du projet et ses avantages financiers surtout pour le Sénégal. Souleymane Diallo, Maktar Nguer. Le ministre de la Culture et de la Communication vient de signer le contrat avec l'architecte du mémorial de Gorée qui sera construit sur la corniche. Pourtant, la volonté d'édifier un espace du souvenir à Gorée ne date pas d'aujourd'hui. Elle a été exprimée à différentes reprises par les intellectuels et artistes noirs des différentes diasporas. Dès 1975, le président Senghor avait émis l'idée d'édifier un monument en hommage à l'Afrique. En 1986, le président Abdou Diouf décide de donner corps à cette idée avec l'aide de l'UNESCO. Mais le projet piétine. 10 ans après, un concours international d'architecture est organisé pour la conception de cet édifice. Le lauréat de ce concours est celui qui va réaliser le projet. Ottavio Di Blasi, il s'appelle. Cette volonté de construire une passerelle entre le passé et l'avenir répond aussi à la nécessité d'impulser une dynamique économique. Le complexe mémorial de Gorée, par ses missions et ses objectifs, sera en premier un lieu de recueillement et de souvenirs pour aussi un centre de communication, d'activités artistiques et esthétiques, d'éveil scientifique et technologique. Il sera un lieu de socialisation avec le sentiment d'appartenance à une communauté noire forte, soudée, solidaire et ouverte sur le monde. Le mémorial de Gorée ne sera pas seulement un monument commémoratif. C'est un bouleversement qui aura des effets considérables sur l'économie liée à la culture. Vous vous dites peut-être pourquoi l'édifice n'est pas construit à Gorée. Sur le site internet du mémorial de Gorée, on peut lire la cause. L'équilibre écologique fragile de l'île de Gorée offrait peu de possibilités pour une construction aussi monumentale et ses infrastructures d'accueil. Finalement, le mémorial sera donc construit sur la corniche ouest de Dakar, sur une superficie de 2,5 hectares qui appartient à la Fondation Gorée. L'actualité internationale, c'est un récit de Moustapha Gabar Diop. Des milliers de personnes ont manifesté à Alger pour le 31e vendredi consécutif de mobilisation malgré un important déploiement des forces de l'ordre et quelques jours après l'annonce d'une présidentielle en décembre. Un scrutin rejeté par le mouvement de contestation.
Ce mouvement exclut toute élection d'un successeur à Abdelaziz Bouteflika, poussé à la démission en avril sous la pression conjuguée de la rue et de l'armée, sans un départ préalable du système au pouvoir depuis 2 décennies. La police a multiplié ces dernières semaines les arrestations à Alger avant le début des manifestations hebdomadaires du vendredi. 3 figures de proue de la contestation ont ainsi été arrêtées récemment en l'espace d'une semaine. La mobilisation était cependant au rendez-vous, et ce également en dépit d'un déploiement des forces de sécurité encore plus important que lors des vendredis précédents. 5 soldats burkinabés ont été tués dans la nuit de jeudi à vendredi au cours d'une embuscade dans le nord-ouest du Burkina Faso, tout près de la frontière malienne. Un pont sur un axe stratégique du nord a également été détruit à l'explosif. Le Burkina Faso est pris depuis 4 ans et demi dans une spirale de violence attribuée à des groupes armés djihadistes, certains affiliés à Al-Qaïda et d'autres au groupe État islamique. Depuis le début 2015, les attaques djihadistes, de plus en plus fréquentes et meurtrières, en particulier dans le nord et l'est, ont fait plus de 570 morts. La semaine dernière, le Burkina Faso avait accueilli un sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la lutte contre le terrorisme, lors duquel les États ont convenu d'un plan d'1 milliard de dollars pour lutter contre le djihadisme sur 5 ans. La marine libyenne a annoncé vendredi avoir secouru cette semaine près de 500 migrants qui se trouvaient sur 6 embarcations pneumatiques alors qu'ils tentaient de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Parmi ces migrants, originaires de différents pays africains, il y a 28 femmes et 5 enfants, a précisé un porte-parole de la marine. Les clandestins ont été ramenés sur la côte à la station des gardes-côtes à Zawiya avant d'être transférés au centre d'hébergement dans cette ville à 45 km à l'ouest de Tripoli. Plusieurs milliers d'entre eux se trouvent bloqués dans ce pays dans des conditions déplorables. Leur situation est devenue encore plus critique depuis le déclenchement début avril d'un nouveau conflit armé au sud de Tripoli. Le comité d'organisation du tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques installé ce matin, le ministre des Sports a présidé la cérémonie. Le TQO est prévu, je le rappelle, du 26 au 29 septembre prochain à Dakar Arena. Le Sénégal, l'Angola, la RDC et le Cameroun sont les pays participants. Seydou Diouf est le président de la Fédération sénégalaise de handball, par ailleurs directeur du comité d'organisation de cette compétition. Il est ici au micro de Moustapha Gabar Diop. En réalité, on nous installe aujourd'hui, mais tous les actes liés à l'organisation ont été anticipés sur vos directives, qu'il s'agisse des infrastructures, de l'infrastructure qui est la SOGIP, où la fédération a fini d'installer un nouveau tapis pour ne pas user le parquet, qu'il s'agisse des questions de sécurité, qu'il s'agisse de toutes les questions liées à l'organisation pratique, de l'hébergement des équipes, du transport, des escortes. Toutes ces questions-là ont été anticipées sur la base de vos instructions et je pense que le comité que vous organisez aujourd'hui ne fera qu'opérationnaliser à partir de lundi sur site pour que tout se passe normalement. Je reçois mon invité dans l'autre studio. Merci. Je rappelle que vous êtes titulaire des universités et membre du bureau politique du PIT, le Parti de l'indépendance et du travail. Mais tout d'abord, parler du programme de demain, la cérémonie d'hommage à la mémoire de Amath Dansokho, votre président d'honneur. Quel sera le programme de cette cérémonie d'hommage demain? Merci Khalifa. Permettez-moi d'abord de remercier ITV d'avoir eu l'initiative de cette invitation à quelques encablures, c'est-à-dire demain, d'un événement que nous jugeons très important. Ce sera à l'UCAD 2. À l'UCAD 2, à 15 h, pour célébrer un homme. Le thème de cet hommage, c'est une vie de combat. Une vie de combat. C'est-à-dire un diptyque qui dit vie, une vie qu'on a remplie, mais bien remplie. Rempli par quoi? Par d'abord un engagement au service de l'humain, un engagement contre toute forme de privation de liberté. La première liberté de l'homme, c'est d'abord d'avoir à manger. C'est Danton qui le disait. La première liberté de l'homme, c'est le pain. La seconde liberté de l'homme, c'est l'éducation. Et donc, il a consacré toute sa vie
à essayer de combattre l'injustice qui est née de conditions particulières qui sont faites à des populations qui n'ont pas eu le privilège de naître avec une cuillère en or dans la bouche, ni d'avoir fait des études supérieures très poussées et à l'extérieur pour pouvoir revenir ici, dans nos pays africains, continuer, perpétuer une forme de gouvernance qui, jusqu'à présent, depuis les indépendances, pour l'essentiel, n'a pas produit cette période, disons, les fruits escomptés. Donc, célébrer cet homme, c'est faire preuve d'un acte qu'on pose pour les générations. Parce que notre pays manque singulièrement de modèles. Et Amath Dansokho était un modèle, d'abord dans la lutte, dans l'engagement, pour la justice sociale, pour la transformation sociale, une lutte au service de son prochain, avec des qualités humaines particulières à l'homme. Tous les témoignages concordent sur le fait que Amath était d'une simplicité à la limite exaspérante pour certains copains. Il était d'une ouverture extrêmement grande, y compris avec les gens contre lesquels il a eu à ferrailler sur le plan politique, sur le plan idéologique. Je donne un exemple. Nous, au parti, on lui disait, mais enfin Amath, comment peux-tu dire tout azimut Karim, c'est mon neveu, Abdoulaye Wade, c'est mon ami. Parce qu'il était fair play et ça va faire la part des choses. C'est même pas une question de fair play, c'est une question de, disons, de sauvegarder des liens qui ont été tissés dans des périodes politiques difficiles. Je rappelle l'histoire des armes libyennes à l'époque d'Abdou Diouf. Mais Amath Dansokho et les militants du PDS ont été jetés en prison. Tout à fait. Alors qu'on ne savait pas du tout, l'enquête en tout cas n'avait pas démontré qu'il y avait eu des camps d'entraînement en Libye pour les militants du PDS. Dans ces camps d'entraînement, notre parti, singulièrement Amath Dansokho, était impliqué. Nous nous sommes battus quand le Parti socialiste a essayé de détruire le PDS. Nous nous sommes battus également contre le PDS quand nous avons décidé de discuter avec les partis socialistes parce que le pays était en danger en 1989. Il est certain que nous n'aurions pas suffisamment de temps si nous nous mettions à refaire un peu l'histoire du PIT. C'est bien dommage. C'est tout à fait ça. Dans cette histoire, Amath a un rôle clé. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Absolument. Même dans l'histoire politique du Sénégal. Absolument. Absolument. Indéniablement. Alors donc, dans cet hommage-là, nous voulons à la fois, comme je l'ai dit, donner un modèle à voir à la génération d'aujourd'hui et celle à venir, en même temps magnifier l'œuvre de l'homme. Tout à fait. Parce qu'une vie qui a été dédiée au combat, depuis qu'il a été élève jusqu'à sa mort, il n'a jamais cessé de lutter pour la transformation sociale. Très bien. Il a été secrétaire général du parti longtemps, il en a été le président d'honneur jusqu'à sa mort. Alors aujourd'hui, quelle est l'identité du Parti de l'Indépendance et du Travail dans la sphère de gauche? D'abord, il faut bien rappeler, pour que nul n'en ignore, que notre parti est l'héritier du Parti africain de l'indépendance, qui a été la matrice à partir de laquelle toute la gauche sénégalaise est partie, à quelques exceptions près. Il n'y a pas de PAI de Majhemout Diop, il y avait d'abord le PAI. Voilà. En 1967, le PAI a décidé de ne plus faire de Majhemout Diop son secrétaire général. En 1978, Abdou Diouf a voté une loi d'amnistie, disant que tous les exilés, dont Amath, dont Majhemout, pouvaient rentrer. Majhemout a écrit au parti pour lui dire « je vais rentrer ». Le parti lui répond « vous pouvez rentrer, mais vous ne pouvez pas parler au nom du parti ». Et c'est Jean Collin qui lui a donné le récépissé du PAI. C'est pour ça qu'on parlait de PAI Maj et PAI clandestin ou PAI Sénégal. Donc le PIT est l'héritier en 1980 avec la loi de l'ouverture démocratique, le fait que beaucoup de partis politiques pouvaient voir le jour. Notre parti est né avec ce sigle. Un héritage arraché? Pas arraché, bien sûr, parce que nous avons toujours lutté contre le parti unique. Et Senghor, de l'UPS au PS, jusqu'à son départ du gouvernement, a voulu instituer les trois courants. Le courant communiste, c'était le PAI de Majhemout Diop. Le courant social-démocrate, c'était le PS. Et le courant libéral, c'était le PDS. Tout à fait. En parlant de courant, justement, aujourd'hui, que reste-t-il de la gauche pour répondre à ceux qui pensent... Ce qui reste de la gauche, je vais vous le dire de façon très franche, parce que c'est la question que vous avez posée tout à l'heure, notre identité. Nous sommes un parti communiste, qui fonde son action sur une intelligence particulière, une compréhension particulière du marxisme. Même quand vous roulez avec des formations politiques
Mais ça, avec qui vous n'avez pas les mêmes fondamentaux. Non, ce sont des questions stratégiques. Oui. Vous savez, le drame du Sénégal, c'est que les gens ne font pas de la politique de manière consciente, alors qu'ils la font de manière inconsciente. Ils la font de manière inconsciente parce qu'ils n'interpellent pas ceux qui sont commis à des fonctions et à des tâches pour régler les problèmes des Sénégalais. En lieu et place, qu'est-ce qu'on voit? Je vous suis et vous me retournez l'ascenseur, vous me renvoyez l'ascenseur. Mais c'est une image qui est dégradante. Au lieu de dire nous sommes sur la même ligne, quand on nous mitraille, nous tombons tous. Mais quand je suis derrière vous, je vous mitraille, vous tombez, je retourne. Donc l'argent a pollué l'engagement politique et l'engagement citoyen. C'est-à-dire que le Sénégalais ne croit pas du tout à la capacité d'une organisation, que ce soit dans la société civile, dans les organisations consuméristes, dans les syndicats, pour défendre leurs droits. Parce que l'État, c'est quoi? L'État a une conscience, est une émanation de classe. Et là aussi, je reviens à Marx. L'État n'est pas neutre. L'État représente des intérêts particuliers. Mais si nous arrivons, nous, en tant que communistes, à créer une stratégie de large rassemblement pour faire de l'État un État citoyen, dans lequel les citoyens sont respectés, dans lequel les citoyens ont des droits, mais également des devoirs. Donc très clairement, vous n'êtes pas d'avis avec ceux qui pensent que la gauche a échoué au Sénégal, faute d'idéologie. Non seulement je ne suis pas d'accord, mais je vais plus loin que ça. Pendant des décennies, on a dit la mort de Marx. Pendant des décennies, on a parlé de la mort des idéologies. Vous croyez que l'idéologie peut mourir? L'idéologie capitaliste aujourd'hui, néolibérale, ne peut pas mourir tant que le processus du travail par lequel les travailleurs sont exploités. Je pense que les pays et qu'il faudrait parler un peu de représentativité dans le champ politique. Ce n'est pas la même chose. La représentativité, c'est une chose. Gramsci disait, il nous faut un parti communiste qui n'est pas significatif du point de vue du nombre, mais qui est significatif du point de vue de ses idées. Ce sont ces idées-là qui ont amené l'alternance en 2000. Que nous soyons alliés à Abdoulaye Wade pour chasser le Parti socialiste du pouvoir. Alors, c'est cette ligne de large rassemblement. Et vous me permettez juste de terminer. C'est cette ligne de large rassemblement qui a permis, en 2012, de bouter le PDS du champ politique et de l'État. Parce que nous avons compris que ce n'est pas une question de nombre, mais c'est une question d'idées. Quand les idées s'emparent des masses, elles deviennent force matérielle. Absolument. Et ça, c'est tout à fait léniniste et tout à fait marxiste. On n'a pas fini encore d'étudier de manière scientifique, de manière rationnelle, mais en n'étant pas dogmatique, c'est-à-dire que ce n'est pas le dogme qui fait bouger les choses, c'est la conscience de classe qui fait bouger les choses. Alors, votre parti donc va poursuivre son engagement dans la mouvance présidentielle, mais comment est-ce que la formation entend... Vous savez pourquoi? Laissez-moi terminer la question, à moins que je mette la parenthèse, en attendant que vous poursuivez. C'est-à-dire que je vous vois venir. Pourquoi donc laissez-moi la terminer. Voilà, d'accord. Alors, comment est-ce que le parti entend assurer son avenir politique en étant ancré dans la mouvance présidentielle? À chaque étape de la lutte correspond la stratégie qu'il faut. Vous savez, aujourd'hui, on dit souvent que les partis de gauche sont des faiseurs de rois. C'est vrai, parce que ce sont nos idées qui finissent par triompher. Regardez, les faiseurs de rois ne sont pas prédestinés à être rois. Non, ils ne sont pas rois. Regardez ce qui s'est passé pendant les événements de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes en train de dire que ça, c'est un choix que le parti assume? Notre choix. C'est l'avenir du PIT, non. Faiseur de roi? Aujourd'hui, notre stratégie, c'est la stratégie de large rassemblement. C'est-à-dire créer les conditions pour que l'État devienne un État au service des citoyens. Notre souhait aurait été d'avoir une autre forme d'État qui correspondrait plutôt à notre idéologie de départ. Mais aujourd'hui, nous avons affaire à la construction d'un État, construction nationale. Ça veut dire que nos États sont fragiles. Regardez tout ce qui se passe autour de nous. Le terrorisme, les États qui volent en éclats, les conflits religieux, les conflits ethniques. Vous croyez que si notre pays pouvait s'offrir le luxe d'avoir une situation dans laquelle les mourides seraient en avant, les tidjanes seraient en arrière, les chrétiens ne seraient pas considérés, ou que les régions ne seraient pas traitées d'égale dignité, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas créer les conditions d'une scission au sein de la nation sénégalaise qui a été construite sur des bases très claires et très solides. Justement, question d'actualité, le port du voile à l'institution Sainte Jeanne d'Arc de Dakar, issue heureuse, mais tout de même,
Faut-il Vous voulez que je vous dise mon point de vue? Faut-il s'interroger sur les facteurs qui ont pu nous amener à cette situation qui a menacé un peu cette cohésion, cette belle cohésion et cette belle cohabitation entre les communautés au Sénégal? Vous savez, notre pays est l'un des rares dans la sous-région à avoir enclenché le dialogue islamo-chrétien. Nous n'avons pas de problème. Dans beaucoup de familles, vous avez des chrétiens, vous avez des musulmans. L'histoire du port du voile fait référence à quoi? Nous sommes un État laïque. C'est parce que l'école publique sénégalaise a failli. C'est peut-être la notion de laïcité qu'il faudrait éclaircir davantage. C'est pas ça, encore ça. C'est-à-dire que la faillite du système d'enseignement public. Moi, je suis un enfant de l'école publique. Pourquoi aujourd'hui les parents qui ont les moyens préfèrent envoyer leurs enfants dans les écoles privées, qu'elles soient confessionnelles ou pas? Si les écoles publiques étaient dans l'état qu'on aurait souhaité qu'elles soient, les parents n'enverraient pas. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous envoyez votre enfant dans une école dont le règlement intérieur est clair au départ. Je dis que c'est de feu clair, mais certains vous opposeront, est clair, mais en déphasage avec la charte fondamentale. Mais dans ce cas-là, il faut dénoncer ça au départ. Il faut dire que non, je ne vais pas inscrire mon école, mais j'attaque cette école-là, qui ne respecterait pas la laïcité. Ça aurait été plus conséquent. Mais bien sûr. Mais on ne peut pas être à l'intérieur d'un système, arriver jusqu'en classe de 3e ou de seconde, et de remettre en cause un règlement intérieur qu'on a signé par ailleurs. C'est vrai que l'école Sainte-Jeanne d'Arc n'a jamais obligé quelques parents que ce soit à envoyer ses enfants là-bas. C'est parce que les parents ont pensé que l'enseignement dispensé dans cette école était un enseignement de qualité. Et que maintenant, parce qu'ils sont manipulés, à mon avis, je peux me tromper, mais il me semble qu'ils sont manipulés par des forces religieuses qui n'ont rien à voir avec la construction nationale dans laquelle toutes les religions cohabitent de manière harmonieuse. Il faut faire attention. Excusez-moi, qu'est-ce qui fait ce socle-là, le socle de cette cohésion? Le socle de l'unité de la nation sénégalaise, c'est la tolérance. Vous savez, que ce soit à Tivaouane, que ce soit à Touba, que ce soit à Niassène, que ce soit ailleurs, notre islam nous sauve de beaucoup de choses. C'est un islam confrérique. À l'opposé d'une forme d'islam ailleurs qui produit des schismes dont les conséquences sont désastreuses pendant des siècles pour les pays. Le cardinal ou les chrétiens, qui sont une minorité dans notre pays, mais respectés, et qui respectent absolument les attendus de la République. Je dis que cette cohabitation qui a été tissée depuis que Senghor, qui était chrétien quand même, a pu diriger le Sénégal pendant 20 ans, était ami de Serigne Fallou Mbacké. Oui, tout à fait. Alors quand même, qu'on ne vienne pas nous chanter des choses qui n'ont rien à voir avec nos traditions. Alors question d'actualité toujours, cette controverse autour de l'histoire générale du Sénégal. Qu'est-ce qu'on a raté, professeur, au point d'en arriver là, sur cette question aussi essentielle? Je vais vous dire, ce qu'on a raté, c'est qu'on met la charrue avant les bœufs. L'histoire du Sénégal, le général du Sénégal, devrait comporter, je crois, 25 tomes. 5 tomes qui seraient parus. Je défie les gens qui en parlent d'avoir lu l'entièreté des 5 tomes qui ont une logique. La plupart, à vous de ne pas l'avoir déjà lu. Comment peut-on se permettre de discuter de choses qu'on n'a pas lues et qu'on n'a pas maîtrisées? De l'Antiquité jusqu'à la construction nationale, du XIe siècle jusqu'au XIXe siècle, ces tomes qui sont parus, je pense qu'on devait les étudier de manière très sérieuse. Et d'abord, tout le monde n'est pas historien. Et tout le monde ne peut pas dire, oui, vous n'avez pas parlé de mon grand-père qui a été ceci, je caricature à peine. Mais je veux dire que c'est un travail scientifique. Il faut une démarche scientifique pour opposer à des faits qui sont établis par des chercheurs, d'autres faits établis par d'autres chercheurs, et c'est une controverse scientifique. On appelle ça une disputation. Alors, professeur, on va peut-être parler de l'université. On en a parlé dans le journal avec la présence de trafiquants de drogue dans le campus universitaire. Vous qui avez pris part ou qui avez conduit un peu les réformes universitaires, comment est-ce qu'aujourd'hui vous appréciez cette situation-là parce que l'on parle tout de même de l'implication de membres de l'administration du centre des œuvres universitaires. Il faut faire la part des choses. Il y a le campus social et le campus pédagogique. Moi, j'ai été directeur de la réforme universitaire pendant 14 ans. J'avais affaire au COUD, qui est le campus social. Ça fait des lustres, pour ce qui signifie que ça fait des années et des années, avant qu'un processus de réhabilitation du COUD ne soit engagé. Et ça, j'en profite pour vraiment tirer un chapeau
au ministre actuel Sarr, qui a été directeur du COUD, c'est lui qui a commencé le processus d'assainissement du campus, Abdoulaye Diouf Sarr. Et ça, je dois saluer son effort, parce que le campus universitaire ressemblait à un capharnaüm. Dans ce campus, tout le monde savait qu'il y avait des trafics de drogue. La prostitution, c'est depuis les années 50-60 que la prostitution existe à l'université. Demandez à nos grands frères aujourd'hui ce qu'ils ont vécu au pavillon A. Donc le campus social... Vous parlez de prostitution... disons, visible à l'époque. Qui sont les acteurs? À l'époque qui était visible, dans les années 60-70, on appelait ça les couloirdeuses, si ma mémoire ne me trahit pas. Donc il y a eu des étudiantes? Non, pas forcément étudiantes. Mais vous savez, au COUD, moi j'ai été faire une conférence là-bas un soir pour la faculté de droit. Mais quand vous voyez la queue des gens qui habitent à Fass et qui viennent prendre les restes des restaurants universitaires, il y a de quoi avoir la chair de poule. C'est-à-dire que nous avons un campus social qui était un fourre-tout où n'importe qui faisait n'importe quoi. Il y avait même des trafics sur l'octroi des chambres. Un trafic, c'est-à-dire que les étudiants qui avaient la responsabilité de distribuer les chambres percevaient des commissions pour loger des étudiants qui n'étaient pas logés de manière, disons, régulière. Sur cette question, vous conjuguez au passé? Je conjugue au passé, mais je reviens au présent. C'est-à-dire que si aujourd'hui le phénomène réapparaît, c'est parce qu'il y a un laxisme quelque part. C'est parce que les services du COUD auraient dû être beaucoup plus regardants. Parce que d'après ce que j'ai entendu de votre journal tout à l'heure, des agents de l'administration seraient impliqués. Mais je dis que ça demande une enquête très sérieuse. C'est-à-dire que le campus social ne peut pas être une sorte d'îlot. Vous êtes en train de dire qu'un redressement a eu lieu à un certain moment donné, mais relâchement... J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, si on parle de drogue de manière aussi flagrante, l'enquête nous dira comment ça a été fait, les dessous, etc., etc. Donc je ne m'avance pas sur un terrain que je ne connais pas. Mais je dis qu'il faut que nous soyons vigilants pour que ce qui se fait au niveau pédagogique, les enfants qui viennent apprendre à l'université doivent avoir des têtes bien faites et non remplies de substances toxiques ou de substances du genre drogue, ou je ne sais pas. Parce que même, qu'est-ce qui nous dit que les étudiants ne prennent pas de l'alcool pendant qu'on y est? Je veux dire que quand vous avez des jeunes qui sont à un âge de transition, de l'adolescence à l'âge adulte, c'est le début de beaucoup de travers. Et la sensibilisation Il nous faut des psychologues à l'intérieur du campus social. Il nous faut des sociologues à l'intérieur du campus social pour analyser les dynamiques qui sont en cours dans l'espace universitaire au niveau social, pour aussi en tirer les conséquences qu'il faut. Alors, je veux dire que même cette question de violence qui se fait à l'université, maintenant ça s'est calmé. Mais vous savez, il y a un moment donné, moi j'étais à la faculté de lettres, les kakémonos, ou je ne sais plus comment ils s'appelaient, venaient chercher les étudiants avec des machettes pour les traîner en dehors du campus pédagogique. Je dis que c'est un ensemble qu'il faut voir de manière rigoureuse, sérieuse et profonde pour trouver les solutions qu'il faut, parce que ce sont des mots qui risquent de gangréner notre société, parce que l'université construit les cerveaux de demain. Donc je crois que là aussi, ce n'est pas une question qui est simple. Tout à fait. Alors pour terminer, professeur, on va aborder ce sommet sur les changements climatiques qui s'ouvre lundi à New York. Qu'est-ce que l'Afrique peut attendre de cette rencontre? J'ai été très content d'avoir suivi dans une télévision étrangère, pour ne pas la nommer, qu'aujourd'hui, les jeunes, le France 24, les jeunes du monde entier se sont organisés partout dans le monde pour protester contre ce qui se passe au niveau climatique. La désertification, les cyclones, les dérèglements climatiques et tout ça. Notre pays gagnerait beaucoup à faire, disons, de l'IEC, information, éducation, communication, au niveau des jeunes, parce que c'est ça l'avenir. Nous allons leur laisser quel type de planète? Quel type de planète? Dans 20 ans, 30 ans, la corniche de Dakar aura disparu pour une large part. Dans quelques années, nous allons payer un lourd tribut à la santé publique à cause des gaz, point de vue sanitaire, justement, mais bien sûr à cause des gaz toxiques que nous avalons tous les jours, des Ndiagandiaï qui ne devraient pas rouler, des camions qui ne devraient pas rouler, alors que tout le monde sait qu'ils ne devraient même pas avoir une visite technique. Ceux qui sont nés au début des années 90 ont tous des maladies pulmonaires, ou l'asthme, et ça va continuer, quelque chose comme ça. Parce que les déchets toxiques, je ne parle même pas disons de la pollution atmosphérique. Vous savez, le Sénégalais croit que dès l'instant où un Ndiagandiaï appuie sur l'accélérateur, que la fumée monte, que c'est terminé.
mais elle redescend en fines particules. Et nous respirons ça tous les jours et toutes les secondes. Donc c'est un problème de santé publique et d'information. Professeur Et Maguette de Kassé, sensibilisation. je vous remercie, titulaire des universités et membre du bureau politique du PIT, le Parti de l'Indépendance et du Travail, qui rend hommage demain à Amath Dansokho, ancien ministre d'État. À cette occasion, nous invitons général, tous les Sénégalais. Et nous vous renouvelons nos condoléances. Merci beaucoup. Et je lance un appel à tous les Sénégalais qui ont aimé Amath de venir porter témoignage de cette affection. C'est un plaisir de vous avoir reçu. L'après-midi de demain. Merci, professeur. Que Dieu ait son âme. Merci aussi pour votre invitation. Merci beaucoup. 23h, vous retrouvez Soda Diakhoumpa dans Djoukib Kribari, c'est le bulletin en Wolof. À 23h, vous aurez l'intégralité justement de l'entretien que le leader de AGPADS, Landing Savané, a accordé à Ibrahim Kamara au groupe E-Media Invest. Et puis le professeur Souleymane Bachir Diagne, que vous connaissez, nous inspire ce soir avec le professeur El Hadji Songué Diouf. Et puis, vous retrouvez tout de suite IR, nous parlons justement de climat, IR, qui nous parlera de la météo, le temps qu'il fera demain à Dakar et sur le territoire national. Et vous retrouvez demain, samedi et dimanche à 19h45, Adama Anouchkaba. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.